Le président Ouattara et son homologue sénégalais Macky Sall ont pris part à la cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale sur l'émergence en Afrique. 40 pays et plus de 300 experts sont attendus à ce forum qui va durer 3 jours. Le manque criard de logement à Jacquesville, un véritable cauchemar pour les fonctionnaires et autres travailleurs de la ville. Avec l'avènement du nouveau pont, l'espoir de voir ce déficit réduit est fort au sein de la population. Et puis l'Union européenne félicite Benjamin Netanyahou pour sa victoire aux élections et insiste sur la relance du processus de paix. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence en présence du chef de l'État, de son homologue sénégalais Macky Sall et de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ces assises d'Abidjan vont permettre d'identifier et promouvoir les méthodes et outils d'analyse appropriés pour la planification et l'évaluation de l'émergence. Le reportage de Jérôme Kofi à Bolin. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, c'est ce que veut le président de la République, Alassane Ouattara. Avec cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qu'il a présidée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire, la Côte d'Ivoire, au dire du ministre Mabry Touakeus, entend se positionner comme le laboratoire de l'émergence en Afrique. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, tout en saluant la présence des personnalités, au nombre desquelles le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, a situé sur les enjeux de cette rencontre, la première du genre. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. À l'instar de Hélène Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'un des organisateurs avec la Côte d'Ivoire en partenariat avec la BAD et la Banque mondiale, le président Macky Sall s'est félicité de l'organisation de cette conférence. Pour le chef de l'État sénégalais, l'émergence est un défi majeur que l'Afrique se doit de relever. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse constante ne peut satisfaire. C'est pourquoi nous devons travailler à la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour l'assouplissement des conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux, la réduction des formalités, des procédures, des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement, bien sûr dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Pour faire partager sa vision de l'émergence, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord fait un développement en 10 points. L'un de ces points concerne le secteur agricole, un secteur qui, pour le président de la République, ne peut pas être en dehors de l'émergence. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple en riz, dès la campagne agricole 2016-2017. Le président Alassane Ouattara a aussi fait cas de l'intégration africaine, de la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Notre ambition est aussi de contribuer au renforcement de l'intégration régionale, aussi bien au niveau de la zone CFA, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, que du continent africain. Si nous voulons réussir le pari de l'émergence,
Nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Bien sûr, nous partageons pleinement tous les objectifs 2063 de l'Union africaine. Il nous faudra enfin lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites. Après la série d'allocutions, il y a eu un panel de haut niveau. Au nombre des panélistes, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall, ainsi que l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Panel sur les mouvements illicites de fonds pour marquer le déroulement des travaux qui vont durer jusqu'au 20 mars 2015. Le président Ouattara a animé un panel de haut niveau sur la vision de l'émergence en Afrique. Pour le chef de l'État, l'émergence est un pari sur l'avenir qu'il faut planifier. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Aux côtés du président sénégalais Macky Sall, ils sont 300 personnalités de haut rang, experts de renom venus de partout dans le monde. À ce beau monde, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. Cet avenir-là doit être planifié. La qualité de cette planification nécessite que l'on s'inspire des réussites pour faire l'économie des échecs. 3 réussites vont être passées au scanner. Chine, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, représentant les pays émergents, le sénateur Idriss Jala pour développer le cas de la Malaisie, enfin Thabo Mbeki pour l'exemple sud-africain. 3 exemples qui ont pour dénominateur commun la rigueur, la bonne gouvernance et la priorisation des actes à poser. Si l'on devait dire qu'à 2020, un pays veut atteindre l'objectif de l'accès à l'eau à hauteur de 90%. Et pour réduire cela, vous pouvez dire chaque année combien de routes vous pouvez construire, combien d'électrification vous pouvez faire, combien de logements vous pouvez construire et combien cela va coûter. Il faut pouvoir identifier les personnes qui vont mener toutes ces activités. En Malaisie, nous avons identifié les personnes, nous leur avons assigné des indicateurs clés de performance. Et chaque fois, l'on leur rappelle ce qu'ils doivent réaliser. Les recettes sont indiquées, reste maintenant à les intégrer et l'émergence est à portée de main. Parce que l'autre condition, la croissance soutenue, est là depuis 4 ans. C'était un reportage de Noël Nyagno. Le chef de l'État a reçu en fin d'après-midi Hélène Clark, l'administrateur du PNUD, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Maktar Diop. Ces 2 personnalités séjournent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Les experts des institutions internationales ont reconnu la qualité des problématiques posées lors de cette conférence ainsi que les solutions proposées pour atteindre l'émergence. On les écoute au micro de Lassine Bakayoko. Je pense qu'il y a une croissance très très positive. Maintenant, c'est qu'elle soit durable et qu'elle bénéficie aux populations. Le président Ouattara a très bien énuméré les 10 éléments. C'est la planification, c'est la bonne gestion, c'est l'investissement dans l'éducation, dans la formation, c'est de rendre l'économie plus compétitive, de se baser sur le secteur de l'agriculture, donc d'excellentes orientations pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique. Il ne peut pas y avoir émergence lorsque vous avez des gens qui sont dans la misère. Par conséquent, il faut une réflexion profonde pour voir est-ce que le modèle de croissance sur lequel nous sommes, est-ce que c'est celui qui est susceptible d'assurer un bien-être. Il se trouve que oui et non à la fois. Oui parce qu'il faut des efforts, non parce qu'il faut plutôt une transformation économique qu'une croissance économique. Et la transformation économique, c'est quoi? Faire en sorte que là où vous avez des larges populations, qu'on crée des niches de valeur ajoutée. Ce n'est pas l'émergence de l'Afrique qui aujourd'hui pose question. La question, c'est qu'il faut que ça nous profite à nous, Africains. Nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines,
Et il faut en tirer, il faut permettre à nos jeunes aujourd'hui de tirer profit de ces fortes croissances. Je fréquente de plus en plus la jeunesse africaine et je vois beaucoup de potentiel, mais il faut qu'on les libère dans leur énergie. L'économie africaine est fondamentalement portée par l'agriculture et justement le développement de l'agriculture aussi ne peut pas se faire sans infrastructure, ne peut pas se faire sans énergie. Donc lorsque nous parlons d'émergence et de transformation structurelle, c'est de mettre en place les conditions qui permettent à toute l'économie de se développer en partant sur ces forces essentielles, mais surtout en créant les conditions pour que ces bénéfices changent qualitativement les conditions de vie des populations. La société civile s'est aussi prononcée sur la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Mahamadou Traoré a recueilli leurs réactions. L'émergence, c'est la prospérité. Dieu lui-même, il est prospère. Dieu lui-même, il veut l'émergence. Donc si l'Afrique pense, les dirigeants de l'Afrique pensent à l'émergence, c'est que Dieu même a sa main dedans. Donc c'est à Dieu maintenant de tout mettre en œuvre. Quand nous implorons sa clémence, il descendra sa puissance, sa sagesse, son intelligence, pour que ces dirigeants-là puissent penser un jour à Dieu. Parce que Dieu ne donne pas le malheur, Dieu lui donne le bonheur, Dieu donne la prospérité. Si on doit être développé, c'est à travers les villages. Et les villages commencent à sentir avec les tournées que le président de la République effectue dans nos régions. C'est très important, l'émergence est en marche. On doit entendre par émergence la lutte contre la plupart des maux qui fatiguent l'Afrique actuellement, notamment la famine et surtout la pauvreté. Je pense que c'est en cela que doit se résoudre l'action de l'émergence, l'action sociale. En tant que politique, en parlant de l'émergence, nous voyons la question de parité résolue. Ça veut dire les femmes participent aux prises de décision de la nation à 50%. Donc nous sommes sur toutes les sphères de décision. L'émergence, selon moi, c'est aller de l'avant. Voilà. C'est prospérer. Ça va développer l'esprit critique de la jeunesse. Ça va permettre à la jeunesse de se donner au travail, de pouvoir réussir. En fait, la réussite dans tout ce que la jeunesse va entreprendre, les portes seront ouvertes et tout va aller parfaitement. D'abord, c'est nous étudiants de se mettre au travail, de se donner à fond dans tout ce qu'on fait sincèrement et d'être concurrentiel sur le plan international. On ne peut rien faire d'autre qu'à part le travail. C'est-à-dire on se donne à fond, on cherche, on bosse et je pense que ça peut aller. C'est tout ce qu'on peut faire de notre part. La sécurité était de mise au cours de cette conférence. Les organisateurs ont veillé au grain afin que tout se passe bien. On en sait plus avec Mahamadou Traoré. Ils ne sont pas souvent sous les feux des projecteurs. Ce sont eux, pourtant, qui donnent de l'éclat aux grands événements. Ce sont ces hommes et ces femmes qui constituent les comités d'organisation grâce à qui se tiennent les grandes rencontres. Ce défi de l'organisation a été relevé à la première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Participants enregistrés à leur arrivée et leur entrée filtrée pour des questions de sécurité. Sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, le dispositif des forces de sécurité veillait au grain. Juste à côté, des ambulances accompagnées d'équipes médicales du SAMU pour faire face à toute urgence sanitaire. Dans les salles annexes à la salle des fêtes, l'on pouvait retrouver les agents du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, principal organisateur de l'événement. Ici, les équipes en charge de superviser l'aspect technique de l'organisation et là, la salle de presse pour assurer aux médias une meilleure couverture de l'événement. Au nombre de ceux-ci, la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Pour ce rendez-vous panafricain sur l'émergence, le média d'État a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs équipes de reportage pour en assurer une large couverture et une régie spécialement déployée pour l'occasion. À cela s'ajoute la retransmission en direct de l'événement sur la www.rti.ci Web TV. En somme, le comité d'organisation s'est mis au diapason des enjeux de cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Émergence qu'annonçait peut-être cette pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce mercredi matin.
Sachez aussi que le président sénégalais Macky Sall a regagné son pays après la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Avant son départ, le chef d'État sénégalais a souligné la nécessité pour les États africains d'engager d'importantes réformes économiques et administratives, des réformes qui doivent être accompagnées de politiques de réduction des inégalités et d'une transformation profonde des mentalités des populations. Ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, la Commission électorale indépendante informe les partis et les groupements politiques que, dans le cadre de la poursuite de l'installation de ces démembrements, elle procède depuis le 16 mars jusqu'au 22 mars 2015 à l'installation des commissions électorales sous-préfectorales sur toute l'étendue du territoire. Les séances d'installation se déroulent au chef-lieu de région ou le département, selon le cas, sous la conduite des commissaires centraux superviseurs. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA, est de retour après 16 années d'interruption due à la division du pays et des violences. Ce salon se tiendra du 3 au 12 avril prochain. L'objectif du salon, faciliter la sécurité alimentaire, aider le pays à valoriser sur place ses principales productions. Ce salon va-t-il répondre aux aspirations du public? À la réponse dans ce reportage de Mahamadou Traoré et Adama Kone. 10 jours pour mettre en valeur tout le potentiel en ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. 10 jours pour promouvoir les opportunités d'investissement dans l'agriculture et l'élevage en Côte d'Ivoire. Le tout autour de 9 pôles d'exposition. Voilà présentés les grands axes du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, édition 2015. Pour ce grand retour, 16 ans après sa dernière édition, le SARA entend se positionner comme un salon de dimension internationale. Nous, on veut un salon de niveau mondial pour que ceux que nous allons faire venir ici, quand ils vont participer à ce salon, au retour, ils vont l'inscrire définitivement dans leur activité annuelle et chaque année, ils viendront en Afrique de l'Ouest faire leur marché, vendre et acheter. Investir. Le SARA qui va être fait va être un SARA hors pair. Ça va être un SARA exceptionnel. Ça va être un SARA qui va être équivalent à celui qu'on voit en France ou au Maroc, avec du matériel de 12 mètres de haut, des tentes de 12 mètres de haut. Ça représente 3 étages d'immeubles. Hein. On a un matériel de qualité, donc on a 40 conteneurs qui viennent du Maroc. Pour y parvenir, le gouvernement a choisi d'organiser le SARA 2015 sous la forme d'un partenariat public-privé, PPP, scellé avec l'entreprise Vodou Group. Et l'ambition nourrie à travers cette biennale est bien trop grande pour contenir dans l'enceinte du Palais des Sports de Treichville, lieu qui a abrité les 2 premières éditions du SARA. Pour 2015, c'est ici, sur le site du futur parc des expositions d'Abidjan, que le salon prendra ses quartiers. Voilà le site. Nous avons 8 hectares, dont 5 hectares qui abritent le SARA et 2,5 hectares pour le parking visiteur. Nous avons 3 grands chapiteaux qui seront sur le site et des 3 petits chapiteaux. Nous avons la zone de démonstration de machines agricoles et ici c'est le village SARA, maquette. Dans toute sa forme, le SARA 2015 séduit le secteur privé. Lorsque des grands manufacturiers de pneus verront que notre pays dispose en quantité, en qualité de caoutchouc naturel, je pense que ce serait déjà quelque chose de positif. 16 ans après, nous nous réjouissons de voir la reprise de cette activité-là, qui pour nous, au niveau du secteur privé, c'est un véritable marché, une opportunité d'affaires. Si tu ne veux pas que ça brûle, ça ne peut pas cuire. Alors le SARA, ça va appeler les investisseurs, ça va appeler des gens qui vont intéresser sur nos produits qu'on produit en Côte d'Ivoire ici. Les coûts des stands ont déjà fait l'objet d'un abattement de 25% pour les entreprises et de 40% pour les coopératives du vivrier. Ils sont de 385 000 francs CFA le mètre carré pour les grandes entreprises, 240 000 francs CFA pour les entreprises moyennes et 30 000 francs CFA pour le secteur du vivrier. Des coûts jugés
élevés par certaines entreprises. Le CDT souhaiterait participer au SARA, mais disons que le coût des stands est vraiment très élevé. Cela ne permettra pas à beaucoup d'entreprises telles que le CDT de pouvoir participer, alors que le SARA est une grande manifestation d'envergure, disons, nationale et internationale. Je pense que ça devrait tourner autour de entre 200 et 250 000 francs le mètre carré. Et j'avoue qu'il ne faut pas perdre de vue l'intérêt du salon. Il s'agit de faire connaître les structures les plus fortes et les moins fortes. L'organisation, elle, propose une option aux entreprises. On a décidé aussi de permettre, je dirais, de la co-exposition, notamment donc, les stands de 6 mètres carrés peuvent être partagés par 3 exposants à 2 mètres carrés chacun, pour pouvoir justement avoir un coût d'accès encore moindre. Vraiment, tout a été étudié pour ça. Donc le SARA, je pense, c'est l'un des salons les plus accessibles du monde. Pour le ministre de l'Agriculture, les coûts d'accès justifient la dimension de classe mondiale que veut atteindre le SARA. Ne nous demandez pas de faire, excusez-moi, des bricoles pour que, bien sûr, c'est au rabais. Et en ce moment, ne nous attendons pas à des investisseurs d'un certain niveau. Les gens, ils vont à des salons qui offrent un certain nombre de services. En somme, le SARA est un véritable défi pour la mobilisation des investisseurs de par le monde. Car le SARA 2015, c'est avant tout l'émanation du Programme national d'investissement agricole, PNIA, chiffré à 2040 milliards de francs CFA et qui vise une croissance agricole de 9% à l'horizon 2020. Se loger à Jacquesville n'est pas chose aisée. Cela est en partie dû à l'enclavement de la ville. Mais avec le pont qui sera inauguré samedi, les fonctionnaires et autres travailleurs de Jacquesville espèrent voir des maisons sortir des terres les mois à venir. La mairie de la ville a déjà initié une opération immobilière pour venir à bout du déficit. Le reportage de Hamza Diaby. Département de Jacquesville, 3205 km² pour 56 000 habitants. Ici, bénéficier d'un bail à usage d'habitation, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est difficile. Pour certains, c'est même impossible. Ça fait 17 ans que je suis ici à Jacquesville. Bon, il faut dire que le point de logement, c'est un peu compliqué. Et depuis 2009, je suis permanent ici. J'en cherche, mais malheureusement, bon, c'est un peu difficile. Le problème de logement est très difficile. Ce qui fait que je suis obligé de me replier chaque semaine sur Abidjan. Et cette situation, les autorités de Jacquesville elles-mêmes le reconnaissent. Le bac était un handicap à l'urbanisation de Jacquesville. Cependant, une lueur d'espoir se dégage. Le pont de Jacquesville, longtemps attendu, l'ouvrage maintenant achevé sera bientôt livré avec, pour première retombée pour le département, un projet immobilier de 400 hectares qui voit le jour. Avec l'arrivée du pont, nous savons que nous allons avoir de l'affluence. Certaines personnes voudraient résider à Jacquesville et aller travailler à Abidjan. D'autres voudraient travailler à Jacquesville et résider à Abidjan, ainsi de suite. Donc, on s'attend à ce que, au niveau de l'immobilier, la demande soit encore plus forte. Donc, d'où l'idée pour la mairie de lancer les opérations immobilières. Pour les autorités, si les cadres de Jacquesville et d'autres opérateurs immobiliers suivaient le pas, cela réglerait définitivement le problème de logement à Jacquesville. Nous recommandons à toute société immobilière qui souhaite également connaître Jacquesville, bénéficier du potentiel que nous avons ici, de venir vers nous, autorités administratives et locales, de sorte à nous aider à remédier à ce problème. C'est seulement à ce prix que Jacquesville aura des programmes de logement à loyer modéré, mais aussi de haut standing pour tous ceux qui en demandent, donc accessible à toutes les bourses. On peut le dire, ce pont qui sera inauguré dans les prochains jours arrive avec l'émergence pour Jacquesville. Sachez que le président Ouattara procédera à l'inauguration du pont de Jacquesville le samedi 21 mars 2015 à 11h. Le syndicat des agents techniques des eaux et forêts suspend son mot d'ordre de grève. Ces agents avaient entamé une grève hier pour une révalorisation salariale. Suite à une rencontre avec leur tutelle, aujourd'hui même, les responsables du syndicat ont décidé de reprendre le travail. Le reportage de Herman Niamia.
Après 2 jours de discussion, le collectif des syndicats des agents techniques des eaux et forêts, qui sont le SINATEFSI, le CATEFSI et le SINAFSI, décident d'élever leur mot d'ordre de grève. Ce collectif observe un arrêt de travail de 72 heures depuis le mardi 17 mars. Cette décision a été prise après une rencontre avec le ministre des Eaux et Forêts. Le conseil syndical décide de la suspension du mot d'ordre de grève et invite les camarades à reprendre le service dès demain jeudi 19 mars 2015. Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec la hiérarchie pour l'aboutissement de toutes les revendications. Le ministre Mathieu Babou-Daré salue l'esprit responsable des revendications des syndicats. Il s'engage à œuvrer pour une solution définitive à leurs préoccupations. La procédure que vous adoptez, qui est assez respectable, qui fait que, effectivement, s'il y a un problème, vous êtes en droit de réagir, mais en même temps, vous demandez toujours à l'autorité un certain nombre d'explications avant éventuellement d'aller en grève si tant est que vous n'étiez pas satisfait. Les revendications des grévistes sont entre autres la gratuité du transport public pour les agents des eaux et forêts au même titre que les autres forces militaires et paramilitaires, l'harmonisation du taux de bail, le relèvement indiciaire par une bonification de 150 points, le fonctionnement de la régie des eaux et forêts et le paiement des arriérés des indemnités de sujétion. Le ministre des Eaux et Forêts précise que des efforts ont été consentis par l'État, notamment le paiement de 600 millions de francs CFA, représentant une avance sur les arriérés de bail des agents des Eaux et Forêts qui s'élève à plus d'1,141 milliard de francs CFA. Le PDCI-RDA fait un réaménagement technique conformément aux textes et statuts. Il s'agit de la création de nouveaux secrétariats exécutifs pour redynamiser le parti. Mamadou Kouassi nous fait le point de la déclaration du secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA en ordre de bataille pour la victoire du président Alassane Ouattara en octobre prochain, c'est à travers l'application effective et pleine de l'appel de Daoukro. Pour le faire, la direction du parti connaît une modification avec la création de 3 nouveaux secrétariats exécutifs. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les enseignants militants du PDCI-RDA, Série B Nguessan Priva. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les communautés et la chefferie traditionnelle, Kwaku Abonois Louis. Secrétaire exécutif chargé des groupes professionnels, des mouvements associatifs et des nouvelles adhésions, Aboulaye Mbeng Di Racine. Ce réaménagement, selon le porte-parole du PDCI-RDA, vise des objectifs clairs. Le secrétariat exécutif a donc été restructuré pour un meilleur encadrement des enseignants du PDCI-RDA, le développement d'une politique de recrutement de nouveaux militants et la prise en compte de la chefferie traditionnelle. Renforcer l'engagement du secrétariat exécutif à exécuter avec promptitude les instructions du président du parti. Améliorer l'encadrement de certaines catégories de militants et développer de nouvelles relations au sein de la population. Avec toutes ces dispositions, le PDCI-RDA et son président Rikonan Bédié s'engagent pour la redynamisation du parti, mais aussi pour l'application effective et entière des résolutions du 5e congrès extraordinaire tenu le 28 février dernier dans la commune de Treichville. Les lauréats du prix de la meilleure série télévisuelle africaine au FESPACO ont été reçus par la ministre de la Communication. Il s'agit des sœurs Amon, Chris Diomandé et Hamza Diaby. Marie-Christine et Alexandra Amon reviennent du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Réalisatrice et productrice du film Chroniques africaines, elles rentrent avec le prix de la meilleure série télévisuelle africaine. Ce mercredi, elles sont allées présenter leur trophée à Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Les sœurs Amon entendent surtout ne pas s'arrêter à cette première récompense. Elles comptent faire davantage honneur à leur pays. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous avons encore plus. Nos ambitions sont énormes, sont très grandes. Et voilà. Et nous continuerons à vous faire honneur, vous faire plaisir. Et on espère qu'on reviendra avec plus de trophées comme celui-ci.
La ministre de la Communication est à son tour heureuse d'apprendre aux lauréates qu'en plus du trophée, elles ont fait remporter d'autres victoires à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait tellement bonne impression au Discop qu'ils sont venus nous voir, donc les organisateurs du Discop, pour demander à la Côte d'Ivoire d'abriter un autre Discop. Donc en 2015, nous aurons l'honneur d'organiser les 2, 3 et 4 juin 2015 un Discop ici en Côte d'Ivoire. De sorte qu'il y ait 2 Discop en Afrique, un en Côte d'Ivoire à Abidjan et un à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc c'est pour vous dire. Et ça, c'est grâce à vous. Et ensuite, l'Afrique du Sud veut nouer un partenariat avec le ministère de la Communication, avec les producteurs en réalité, mais via le ministère de la Communication, pour que les producteurs puissent travailler avec eux. Puis elle ajoute que le meilleur est à venir et qu'un jour peut-être, Marie-Christine et Alexandra représenteront la Côte d'Ivoire à Cannes. En attendant, se prépare la 2e saison de la série Chroniques africaines, une série qui vient même d'être achetée par de grandes chaînes de télévision chinoises et africaines.